Alors, bonjour à tous pour cette autre session. Nous sommes au module 2 et donc c'est la deuxième session Zoom du module 2. Nous allons toujours respecter les règles que nous sommes édictées. Aujourd'hui, Claude va nous entretenir sur le concept de capacité de production. Amélie Sibiri qui est là. Donc, nous allons parler de la capacité de production, du concept de capacité de production. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire notre activité brise-glace. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays. Si vous devriez visiter un pays ou un continent, ce serait lequel et pourquoi? Donc, je vais commencer par Nana. Ok. Merci, monsieur, de m'avoir passé la parole. Fulgence, Euh, c'est Fulgence, Nana. et t'as déjà une qui aime bien les voyages, j'ai l'embarras du choix, hein. Mais sinon, de préférence, j'aimerais bien visiter les États-Unis parce que pour moi, c'est un pays avec assez d'opportunités et d'ouverture d'esprit aussi. Donc, dans le secteur agropastoral que je fais, constamment, j'ai eu à postuler pour certaines offres d'emploi là-bas. Donc, pour moi, leur milieu est bien alléchant, quoi. D'accord. Mhm. D'accord. Donc, on va se croiser les doigts pour que ça marche. Amen. Canou? Oui, ok, d'accord, merci. Là, vraiment, j'ai l'embarras du choix entre un pays du continent avec un pays extérieur. Mais je dirais que peut-être que dans la sous-région, je préfère aller d'abord au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'en matière de développement agricole, ils sont beaucoup plus avancés par rapport à nous, avec tout ce que je vois et sur le net et tout ça. Maintenant, s'il faut peut-être parler d'une opportunité au niveau de la Méditerranée, je dirais le Canada. Euh, Là aussi, avec des recherches que j'ai faites sur le plan agricole, j'ai vu beaucoup d'avancées là. Et je pense que ce cadre me permettrait de mieux encore me perfectionner et puis voilà, d'avoir beaucoup d'acquis pour revenir en Afrique et puis les mettre à expérience. Merci. D'accord. Merci, Canou. De toute façon, si tu veux une lettre d'invitation, je peux te l'envoyer. Aline? D'accord, c'est parfait. Oui, merci. Moi, j'ai pas du tout l'embarras du choix. Moi, je souhaiterais visiter le Kenya. D'abord parce que je connais pas du tout l'Afrique de l'Est. Les autres côtés du continent, j'ai visité deux pays depuis quelques temps. L'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, je connais pas du tout. Et spécialement le Kenya parce que j'entends beaucoup de bien de ce pays qui fait son petit bonhomme de chemin sur le plan agricole et sur le plan de la technologie. Et j'aimerais bien découvrir, en plus du paysage, bien sûr, il faut joindre l'utile à l'agréable. J'aimerais bien découvrir. Voilà. D'accord. Aline, tu parles bien anglais, je suppose. Je me débrouille. Ah, d'accord. Sibiri? Ok, bonjour. Bonjour, Sibiri. Ok. Quant à moi, alors moi, je souhaiterais, en fonction donc de mes types d'activités, le pays à visiter, ça serait la Côte d'Ivoire, le Sénégal, en matière parce que, bon, j'ai déjà fait un tour là-bas, mais en matière d'organisation au niveau des producteurs, des coopératives, de la mise en application de certains standards de trucs qui sont beaucoup avancés par rapport à ces éléments-là. Voilà. Et un troisième pays que je pourrais ajouter, peut-être, c'est le Bénin. Voilà. Merci bien, Sibiri. Claude? Merci. Oui, moi personnellement, si un pays que j'aimerais visiter, ce serait le Japon. Le Japon parce il y a beaucoup d'innovations sur le plan industriel, c'est-à-dire des organisations industrielles qui viennent du Japon.
Du coup, pour moi, ce serait intéressant un peu de visiter. Ils ne sont pas gâtés en termes de ressources. C'est un tout petit pays. Il y a tellement de problèmes et ça fait avec très peu. Donc, c'est pour ça que leur culture m'intéresse un peu. Allô? Oui, je suis là. D'accord, bien Voilà. noté. Donc, voilà. Aliou? Aliou vient de nous rejoindre. Oui, Aliou, la question, c'est de savoir si vous deviez visiter un pays ou un continent, ce serait lequel et pourquoi? aïe, bonjour d'abord tout le monde. Bonjour. Bonjour. Un pays ou un continent? Oui, oui, un pays ou un continent. Hmm, euh, je sais pas, sincèrement, en fait, moi, je suis très bien en Afrique, hein, faut dire ça. Mais bon, peut-être je dirais les États-Unis, voire peut-être un peu en Asie, aller découvrir le monde sur d'autres facettes. Voilà, c'est la curiosité tout simplement, aller découvrir ce que l'on ne sait pas. Voilà, mais sinon, voilà quoi, je n'ai aucune idée particulière de quitter ici pour aller ailleurs, etc. Voilà. D'accord. Et Nelly, merci Aliou. Nelly? Oui, Monsieur Claude, bonjour. Bonjour Nelly, bonne arrivée. Bonjour. Merci. Tu vois mon écran? Oui, oui, je vois l'écran. D'accord. Si je veux visiter un pays, je dois visiter la Tanzanie à Zanzibar pour découvrir les merveilles, les sites touristiques et la nature, en fait. D'accord. Super. D'accord. Merci Nelly. Bon, moi, c'est la RDC. C'est la RDC depuis très longtemps. Je rêve de visiter la RDC parce que dans ma discographie, il y a 99% de rumba et 1% des autres, en fait. Et donc, et par moment, mes amis me demandent, tu écoutes beaucoup la rumba, est-ce que tu connais le pays de la rumba, la RDC? Bon, là, ça reste toujours un blocage. Donc, je voudrais régler ça. Surtout ce mois d'août-là, aller visiter la RDC. Et pourquoi pas regarder les deux concerts de Fall. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la RDC, pour la rumba. D'accord. Donc, je pense que c'est bon, tout le monde a parlé. On va continuer. D'accord. Donc, pour le module 2, nous allons parler de la capacité de production et comme objectif de définir la capacité de production, différencier la capacité nominale et capacité effective, expliquer l'utilisation des capacités et l'efficacité et gérer la production et la demande de produits. Donc, Claude, tu vas partager ton écran. D'accord. Non, ça va, on peut continuer comme ça si ça ne te gêne pas. Bon, ou je partage, il n'y a pas de souci. Partage ton écran, tu seras plus à l'aise. Oui, je partage. Donc, ta, ta, ta. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, mon Oui, oui, écran. c'est bon, c'est Oui, bon. c'est bon pour moi. Mhm. C'est bon pour moi. Donc, Oui, c'est bon. OK. Donc, la séance dernière, nous avons parlé de budget. Donc, on va légèrement revenir dessus avant d'entrer de plein pied dans la notion de capacité de production. Vous vous rappelez l'outil de modélisation, vous avez fait voir un onglet ou un espace où on a mis la capacité de production. Donc, les deux sont intimement liés et on verra pourquoi. Mais ce qu'on s'est dit la dernière fois, s'il faut faire une synthèse, c'est qu'un budget, c'est une projection dans l'avenir pour se rassurer qu'on dispose des ressources. C'est aussi un outil de négociation, on a dit, parce qu'après, on a modélisé ou on a une illustration de comment les choses devraient se passer sur le plan financier.
Donc, parler de... Je n'entends plus Claude. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous autres, hein. Idem, les je moyens de n'entends pas non transport. plus. Le réseau. Ça s'entrecoupe? Allô? Allô? Oui? Il On a s'agit perdu un un peu moment apparemment. d'une instabilité de votre connexion. Ça coupe parfois, on ne vous entend pas. Bon, attendez, j'enlève le mode plein et j'enlève le mode diapo, je vois ce que ça donne. On va essayer comme ça pour voir. Là, ça s'entrecoupe plus, non, je suppose. C'est Oui, bon. pour le moment, ça va, oui. Oui. D'accord. Donc, on va voir en termes de ressources pour l'entreprise. Quand on parle de ressources pour une entreprise, c'est la main-d'œuvre, c'est-à-dire les hommes qui y travaillent, c'est les équipements, c'est l'outillage de production, c'est les véhicules de transport pour pouvoir acheminer les produits. C'est aussi les bâtiments et tout ce que vous pouvez imaginer qui contribue à la mise en marché du produit, à la commercialisation du produit, depuis l'acquisition de la matière première jusqu'à la mise en disposition du produit au niveau du client final. Donc, on va dans la problématique de budgétisation, on a vu qu'il y avait une démarche visant à avoir une illustration schématique de quelle pourrait être la performance d'entreprise du point de vue monétaire. Et on s'est aussi dit que pour pouvoir faire un budget cohérent, pertinent, il fallait avoir une maîtrise de tout l'itinéraire technique et de tous les maillons de la chaîne de valeur de l'entreprise pour pouvoir être sûr de faire le budget d'entreprise qui se veut être pas juste un budget complet, mais un budget qui intègre non seulement les activités concourant directement à la mise en marché du produit, mais aussi les activités support qui sont telles que le recouvrement, la gestion administrative, le marketing. Donc, voilà un peu ce qu'on s'est dit en termes de budget. Maintenant, on va se focaliser sur l'activité principale, c'est-à-dire la production proprement dite. Et là, on va aborder la notion qui nous réunit aujourd'hui, qui est celle de la capacité de production. Donc, on va être positionné vraiment sur l'épine dorsale de l'entreprise. Est-ce que vous voyez le titre de la diapo? Attendez, je baisse comme ça. Oui, c'est bon, Claude, on voit. D'accord. Donc, quand on parle de capacité de production, en fait, on s'intéresse à la disponibilité des ressources de l'entreprise. Est-ce qu'elles sont en adéquation avec les objectifs stratégiques de l'entreprise? Est-ce qu'elles sont en adéquation avec ce que veut mettre en marché l'entreprise? Donc, il faut savoir que quand on parle de capacité de production aussi, c'est pour se rassurer qu'il y a une adéquation entre, on va dire, les moyens, les ressources que vous mettez en œuvre et l'objectif poursuivi sur le plan commercial. Donc, je m'amuse à dire que quand on parle de capacité de production, c'est se rassurer qu'on ne prend pas une arme de destruction massive pour pouvoir tuer une mouche, c'est-à-dire on va s'assurer que les ressources qu'on a ne sont pas en excès, par exemple, parce qu'en excès, ça entraîne un coût inutile. Si vous avez, par exemple, un camion, je ne sais pas moi, 10 roues, pour transporter, sur un extrême, 10 kilos de cacao, on va dire ça comme ça, vous voyez bien que l'entretien du camion va entraîner des coûts, on va dire, inutiles, parce que ces coûts ne justifient pas le bénéfice ou l'intérêt de transporter les 10 roues, de transporter les 10 kilos de cacao, par exemple. Je dis n'importe quoi comme ça, pour être extrême, mais c'est pour qu'on voie. Si vous avez, par exemple, si on est dans l'agroalimentaire, une machine qui peut vous faire 1 tonne par jour et que vous voulez mettre en marché juste 1 tonne par mois, vous êtes en situation de surcapacité. Donc, l'entretien d'une machine de 1 tonne par jour va vous entraîner des coûts inutiles qui ne s'alignent pas à votre niveau d'activité réel. Donc, ça, c'est ce qu'on va regarder quand on parle de capacité. Bon, maintenant, il faut aussi voir si les ressources dont on dispose permettent de respecter les délais qu'on a fixés.
au client. Ça veut dire que je verse maintenant. Ça, c'est la situation inverse. C'est-à-dire, si vous pouvez faire, je dis moi n'importe quoi, vous pouvez faire 1 tonne par semaine et que vous avez un client qui veut 1 tonne par jour, vous voyez qu'il y a un problème d'alignement entre ce que peut faire la machine que vous avez et ce que souhaite le client. Donc, du coup, il y aura une situation d'insuffisance de ressources ou d'insuffisance de capacité de production, c'est ce qu'on va voir, qui va faire en sorte que vous n'allez pas satisfaire le client ou vous allez avoir un client mécontent. Donc, quand on parle de capacité de production, on vise aussi à réfléchir sur cet alignement, disant que si on est en situation d'excès de ressources, euh, on va être dans une posture de gaspillage, comme on dit souvent. Et quand on est en situation d'insuffisance de ressources, on aura du mal à satisfaire le marché. Et du coup, on sera dans une problématique d'insatisfaction client qui peut entraîner son départ. Donc, il faudra donc trouver le juste milieu et pouvoir valider même ces commandes ou ces contrats tenant compte de ce qu'on est en mesure de faire pour ne pas tout perdre à un moment dû à une mauvaise analyse de la capacité de l'entreprise. Maintenant, quand on est en train de parler de ressources et de capacités, c'est parce qu'on se dit que les décisions qu'on prend en termes de ressources qu'on va mobiliser pour pouvoir définir une capacité de production ont, on va dire, 2 impacts majeurs. Déjà, le premier, c'est sur la rentabilité de l'entreprise. Parce que si vous avez une capacité optimale et la ressource qu'il faut pour pouvoir répondre à un marché défini, vous voyez que vous êtes en train naturellement d'être performant. Vous savez que vous gagnez un certain nombre de parts de marché qui vous permettent, si c'est bien géré, d'être rentable. Et c'est l'élément majeur de ce module, c'est de se rassurer qu'il y a un alignement entre la demande du marché et ce que on peut fournir sur le marché et notre offre. Donc, c'est à peu près autour de ça que va s'articuler tout l'intérêt du présent module. Donc, si on se proposait de définir la capacité de production, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La capacité d'une ressource est la mesure du flux qu'elle peut traiter par unité de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que pour pouvoir définir pour une machine la capacité de production, il y a 2 variables. Déjà, le nombre d'unités qu'elle peut traiter, ça c'est la première variable, et la notion de temps dans un délai défini. Et le délai peut être Claude, on ne t'entend pas, on ne t'entend pas. défini à l'heure, ça peut être défini à la journée, ça peut être à l'année, en fonction de Claude, les on ne modes de t'entendait définition des pas. capacités. Bon, les déjà connexions sont pas avec moi ce matin. Euh, Jusqu'où? Est-ce qu'on est ensemble sur la définition de la capacité de position? Désolé, ce matin, c'est compliqué. Allô? Oui, Claude, on est ensemble. On t'a perdu quand tu as commencé à expliquer la notion de unité de production par temps, D'accord. les 2 variables dont Donc, je tu disais, parlais. d'accord. Donc, je disais que quand on définit la capacité de position d'une ressource, c'est-à-dire la ressource ici, c'est tout moyen qu'on utilise pour pouvoir rendre euh, un service qui peut être interne ou externe à l'entreprise. Ça peut être la mise en marché. C'est-à-dire que si on est sur la mise en marché produit, ça peut être
la ressource sera le véhicule de distribution de votre choix. Si on est sur la production, la ressource, ce sera toutes les machines qu'on va avoir dans la chaîne de production. Si on est sur l'approvisionnement, la ressource, ce sera tous les moyens de transport qui permettent, par exemple, de porter la matière première au champ jusqu'à l'usine. Et là, quand on parle de capacité de production d'une ressource, il y a deux éléments qui entrent dans la définition de la capacité de production. C'est d'abord le nombre d'unités qui peut être traité, c'est-à-dire si c'est véhicule, ce nombre de, par exemple, de tonnes qu'on peut transporter. Maintenant, le deuxième élément qui entre, c'est l'unité de temps. C'est-à-dire l'unité de temps peut être définie en heures, en jours, en mois, en années. Selon votre secteur d'activité, l'unité de temps va être variable. Voilà, donc maintenant, quand on parle de capacité de production, je disais tantôt que son alignement aussi, ou sa définition est critique dans la mesure où, quand vous projetez en termes de volume de marché à conquérir, un des éléments qui va vous limiter, en fait, c'est la somme des capacités de production de votre unité. Et ça, on le verra un peu plus loin. Comment ça s'analyse et comment on peut arriver à l'améliorer, par exemple. Sans faire de gros investissements, une organisation de capacité peut changer tout d'un trait. Donc, on le verra plus loin. Mais restons surtout sur la définition de capacité. Lorsqu'une ressource, par exemple, ne va traiter qu'un produit, on va avoir, par exemple, des éléments de capacité qui vont être liés. Si je prends un exemple d'une chaîne de conditionnement de jus de fruits, quand vous allez partir sur la notion de capacité de la chaîne, il va être question, par exemple, de savoir quel est le nombre de produits ou le nombre de bouteilles qui pourront être conditionnés à l'heure. C'est-à-dire, si vous avez les jus d'ananas, quand on va parler de capacité de la chaîne, c'est le nombre de produits ou de jus qui pourront être conditionnés à l'heure. Et maintenant, il peut aussi avoir une organisation qui fasse en sorte qu'on démultiplie la capacité de production. Ça, on le verra dans les diapositives suivantes. Mais il arrive le plus souvent que la capacité de production telle que définie par le concepteur d'un équipement ou d'un matériel de production soit pas forcément ce qu'on va retrouver quand on va faire l'analyse a posteriori. Parce que quand vous faites le budget, par exemple, vous allez travailler avec les capacités de production théoriques qu'a défini le concepteur. Mais quand vous allez pouvoir faire, comme je vous ai dit, le budget est très intéressant dans la mesure où, après coup, il faut pouvoir observer les réalisations pour les comparer aux prévisions. Et là, on va dégager un certain nombre d'écarts, comme on disait, qui serait intéressant d'analyser pour en identifier les causes et pouvoir faire des ajustements sur nos prises de décision. Donc, on va être amené à constater le plus souvent dans cette analyse, quand on parle de ressources de production, que la capacité de production théorique va différer de la capacité de production réelle, c'est-à-dire le nombre de produits qu'on aurait dû avoir sera différent de ce qu'on pourra effectivement réaliser. Et là, ça m'amène à vous poser rapidement cette question. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer cet écart-là, ce type d'écart? Allô? Allô? Oui, Claude. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend parfaitement bien.
Oui. D'accord. Donc, selon vous, pourquoi la capacité effective, c'est-à-dire la capacité en pratique, c'est celle qu'on constate après production, peut-être elle est le plus souvent inférieure à la capacité normative, c'est-à-dire la capacité théorique, c'est-à-dire celle que le concepteur de l'équipement a définie sur sa notice d'utilisation, par exemple. Oui, Aline? Oui, alors, je pense que la capacité théorique de l'équipement, c'est donc la quantité de produits, hein. Comme on a dit, Oui. que l'équipement peut fournir dans une certaine durée, mais dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que quand Oui. l'équipement voilà, travaille sans arrêt, par exemple, et pour répondre à la question, pourquoi ça peut être différent? Dans les conditions de travail, on peut faire des arrêts pour faire des maintenances, soit préventives ou des maintenances curatives de l'appareil. Pour une ligne, on peut être même à un certain moment en manque de matière première. Donc, il y a des temps d'arrêt pour attendre la matière première. Bon, on peut avoir des... Si c'est des appareils électriques, on peut avoir des coupures de courant, par exemple. Il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent faire qu'on ne peut pas atteindre la capacité théorique des équipements. On peut même avoir défaillance de la main-d'œuvre et tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Quelqu'un veut s'essayer aussi? Oui, je peux parler. Oui. Alors, Oui, effectivement, Alio. bon, pour moi, la capacité effective peut être inférieure à la capacité normative. En fait, ceci peut être lié à plusieurs facteurs. Parce que ça peut être lié à la planification, tout simplement. Alors que tous les équipements, par exemple, j'ai un équipement de capacité comment ça s'appelle déjà, de 20 tonnes, par exemple, par jour, je dis n'importe quoi. Et après, je fais une production de 16 tonnes à la fin de la journée. Le problème, c'est que l'équipement peut nécessiter autre élément qui doit entrer dans le cadre de la planification que je n'ai pas tenu en compte. Ça peut être des ressources, ça peut être des outils supplémentaires qui doivent être utilisés. Ça peut être lié, effectivement, comme disait Mme Koulibaly tout à l'heure, ça peut être lié à la matière première. Ça peut être lié aussi aux ressources humaines disponibles. Par exemple, si l'équipement en question devait être manipulé par 5 personnes en plein régime de production, je me retrouve avec 3 personnes. L'équipement peut ne pas être arrivé à produire ce qu'il doit produire. Donc, pour moi, là, lorsque la capacité de production n'est pas atteinte, ça peut être lié à plusieurs facteurs. Maintenant, dans le cas d'une analyse des causes, on peut être beaucoup plus précis sur le problème. À partir de ce moment-là, voilà quoi, on peut savoir qu'est-ce qu'il faut proposer. D'accord, super. On a une autre intervention? OK. Donc, effectivement, les raisons peuvent être suffisamment variées, mais c'est exactement ce que vous avez, vous entre autres, hein, parmi ces raisons, voilà. Il y a justement l'arrêt pour entretien. Voilà, ça peut être préventif, c'est-à-dire il y a ce besoin d'anticiper sur un certain nombre qui est fortement recommandé à l'entretien préventif pour anticiper sur un nombre de pannes, voilà, pour maintenir aussi une certaine cadence toute l'année. Il peut y avoir des nécessités à un moment pour des machines qui travaillent en continu de faire des arrêts pour pouvoir faire du nettoyage. Il peut y avoir un besoin pour une machine multifonction, il peut y avoir besoin de faire des arrêts pour nettoyer, pour passer à l'autre unité, d'autres unités de production ou l'autre type de produit. Si c'est une machine multifonction,
On peut aussi être limité par le nombre d'heures que peut faire la machine en une journée. C'est-à-dire que si on a une unité qui travaille 8 heures, bon, après 8 heures, on est censé s'arrêter, ou 4 heures, je ne sais pas moi, on est censé s'arrêter faute de pouvoir aller plus loin parce que c'est l'heure de travail. Euh, on a les opérateurs absents, ce que vous avez dit, le personnel, naturellement, l'opérateur peut être absent et là, on aura un décalage. Il y a le temps de réglage qui va aussi entrer en jeu. C'est un élément, c'est-à-dire s'il faut démarrer la machine, il faut pour certaines machines, il faut démarrer à atteindre un certain temps pour qu'elle atteigne un certain niveau de température pour commencer à produire, par exemple. Voilà, mais l'un des éléments, quand vous êtes en train d'analyser votre unité, c'est, pour moi, ça peut aussi être ouais, la matière première par moment. On dimensionne des unités quelquefois sans se poser la question de l'approvisionnement en matière première. Et là, c'est souvent bonjour à catastrophe. C'est dans ce cas que vous avez souvent la question de surdimensionnement. Quand vous faites un dimensionnement d'une unité sans tenir compte de où est-ce qu'elle va trouver la matière première, parce qu'on s'est dit le marché, il est de 1 milliard, et puis baf, on lance une unité gigantesque sans se poser la question de savoir où on trouve la matière première. Quelquefois, vous avez une unité qui n'est pas implantée dans la bonne zone géographique pour pouvoir avoir sa matière première, ou alors vous avez la matière première, mais on n'est pas en capacité de pouvoir produire la quantité que souhaite ou que prétend pouvoir absorber l'unité. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut pouvoir valider. Et quelquefois, quand je disais la session dernière que une bonne budgétisation dépend déjà de la compréhension des techniques, justement, c'était ça. Parce que le plus souvent, on peut avoir des cas où on va faire un budget, on regarde, on a les yeux rivés sur le marché. C'est ce qui se passe souvent quand on est financier. Et après, on n'a pas la validation en amont à chaque niveau de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, quand vous faites une budgétisation, par exemple, et que vous êtes certain que c'est réaliste, quelquefois, il faut, pour chaque membre de votre chaîne de valeur, se demander par rapport à ce que je souhaite mettre sur le marché, est-ce que au niveau de la production, de l'approvisionnement, par exemple, j'ai la capacité d'absorber la matière première nécessaire. Ça veut dire que soit c'est par mes moyens à collecter ces matières premières, soit par la capacité même des petits producteurs, par exemple, à fournir ces matières premières. Ça, c'est une question qu'il faut valider. Quand vous avez validé cette question, la deuxième question maintenant, c'est pour valider l'adéquation de votre unité, c'est de se dire, OK, l'unité que je mets, l'unité de production que je mets, a-t-il la capacité d'absorber ces matières? Idéalement, il doit avoir la capacité d'absorber la matière, quitte à être en dessous, mais pas au-dessus, parce que plus souvent dessus, vous allez avoir des problèmes de surcoût, donc vous n'allez pas être compétitif. Mais en dessous, vous pouvez à la limite ne pas satisfaire tout le marché, mais rester compétitif. Donc, il est peut-être idéal, si on n'est pas à l'équilibre, d'être un peu en dessous. Et après, maintenant, il y a la capacité de distribution. Est-ce qu'aujourd'hui, mon réseau de distribution tel que je l'ai structuré me permet d'écouler tout ce que je veux produire? Parce qu'après, si vous produisez et que vous n'arrivez pas à écouler, parce que, par exemple, il faut pouvoir sortir. Et ça, c'est ce qu'on rencontre quelquefois aussi dans nos plantations ici en Afrique, dans d'autres pays. Je pense que ça doit être propre à plusieurs pays, du fait des problèmes de route. Quelquefois, vous avez la moitié ou une grande partie de la production qui n'arrive pas sur le marché. Donc, à un moment aussi, il faut regarder si dans notre démarche globale, notre réseau de distribution, notre capacité de distribution est en adéquation avec ce qu'on veut faire. Est-ce que la matière première ou pardon, le produit fini tel qu'il est transporté, si je fais un certain nombre de volumes, est-ce que ça sera encore évident de pouvoir transporter selon les moyens disponibles dans certaines régions ici au Cameroun, par exemple, on fait des transports à moto. Donc, il faut voir est-ce que la moto peut supporter
quel type de poids qu'il peut supporter, tenant compte de la route pour que je puisse arriver avec des produits acceptables ou à très bon état sur le marché. Ça, il faut pouvoir aussi analyser. Donc, quand vous analysez les capacités, donc, c'est sur toute la chaîne qu'il va falloir faire cet exercice pour s'assurer que la capacité s'aligne et en adéquation avec toute la chaîne. C'est-à-dire que ça nous permet de vraiment d'atteindre nos objectifs commerciaux qu'on a vu dans le module 1, les objectifs d'entreprise qu'on a vu dans le module 1. Et ça, ce sera l'analyse qui sera faite. Maintenant aussi, plus loin, on va aborder un peu la notion de stock pour voir comment les stocks interviennent dans le concept de capacité. Ça, on va voir un peu plus loin d'ici 2-3 minutes. Mais il faut déjà voir qu'avec ce concept de capacité, le plus souvent, pourquoi j'évoque l'action stock qui n'est pas un objectif en tant que tel, mais le plus souvent, on a tendance à penser que les stocks, c'est pour se prémunir des ruptures. Le plus souvent, c'est la philosophie qu'on a. Mais vous allez voir, et ce qu'on verra, c'est que, en fait, les stocks, dans sa fonction première, c'est pour gérer les déphasages sur une chaîne entre deux capacités qui interviennent dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que c'est la chaîne de valeur d'une entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez faire un stock pour pouvoir gérer un déphasage entre la capacité de production, de l'unité de production et la capacité d'approvisionnement. Vous pouvez créer un stock pour gérer ce déphasage. Ou vous pouvez créer un stock pour gérer la capacité d'absorption des produits sur le marché. Ça sera exactement pourquoi la fonction première du stock. Et là, quand vous réfléchissez dans cette logique, vous avez moins de coûts qui sont liés au stockage. Et du coup, qui dit coût, réduction de coûts dit amélioration des bénéfices. Donc, pour pouvoir illustrer ça de manière visuelle, donc on va regarder, on va essayer de discuter autour de ce schéma. Donc, on va faire fi, c'est des mangues séchées, on va faire fi du poids et tout ce que va perdre le poids d'un mangue. Donc, on va faire fi de tout ce qui est technique et on va travailler dans un monde idéal en se disant que le nombre de sachets traités à l'heure on va travailler juste sans tenir compte du poids des sachets traités à l'heure. Alors, ici, je vous demande, elle est très simple. Admettons que c'est une usine, elle a deux machines. Elle a une première machine qui lui fait 300 sachets à l'heure. Elle a une deuxième machine qui lui fait 400 sachets à l'heure. À votre avis, quelle est la capacité de production de cette usine? À l'heure. Allô? Oui, on est là. Oui. Oui, Aline. Je pense qu'ici, on va additionner les capacités. C'est le même produit qui est traité par deux machines différentes. Donc, la capacité de l'usine, ça va faire 300 plus 450. Donc, 750 sachets à l'heure. D'accord. Est-ce que tout le monde on est d'accord avec cette logique-là? Oui. Oui. D'accord. D'accord. Vous voyez, ça, c'est une organisation qui permet de démultiplier la capacité, c'est-à-dire au-delà d'aller sur une grosse machine, on peut faire juste une organisation en deux machines en parallèle et on arrive à décupler la capacité de l'unité.
Ça, c'est une organisation qui est possible. C'est-à-dire que vous cumulez des machines. Par moment, au lieu d'investir dans une grosse machine, vous prenez deux petites machines. Ça peut être intéressant à mesure où, en cas de panne, par exemple, vous avez quand même une machine qui continue à travailler. Même si la capacité baisse, vous avez une certaine machine qui continue à travailler. En cas de maintenance, vous pouvez alterner les maintenances et vous avez une maîtrise de vous avez certaines cadences que vous maintenez. Maintenant, si vous avez pris une seule machine, par exemple, vous voyez qu'en cas de maintenance, l'unité va complètement s'arrêter. Voilà, s'il y a un cas de panne, l'unité va complètement s'arrêter. Mais si, sauf en situation extrême, cette organisation peut être très pertinente pour qu'il y ait un service minimum qui continue ou même un meilleur entretien des équipements pendant les périodes creuses, puisqu'on vous a dit à un moment que la capacité théorique quelquefois diffère de la capacité pratique. Donc, voilà une seconde organisation, cette fois-ci, qui est différente de celle qu'on vient de voir. Là, on va dire qu'il travaille à la chaîne. Et la question, elle est combien de sachets ou de kilos? On va dire, on va faire fi que le poids varie quand ça passe dans le séchoir. Vraiment, supposons qu'il n'y ait pas de variation de poids. Quel est le nombre de kilos qu'on va traiter jour? Sachant que la main-d'œuvre peut peler 500 kilos jour, le séchoir, il peut sécher 1000 kilos jour. Oui, allez. Ici, bon, si on a dit qu'on ne tient pas compte du taux de conversion de la mangue, donc voilà, la capacité de production de l'entreprise ici, c'est 500. Parce que 500 kilos, pardon, par jour. Parce que la matière première qui est disponible est en deçà de la capacité de la machine, du séchoir. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Ça, c'est l'avis d'Aline, langage qu'Aline. Oui. Oui, monsieur Amidou. Oui, moi je pense que la capacité de production de l'entreprise est de 500 kg par jour. Parce que la main-d'œuvre ne peut pas dépasser cette capacité de production, là, quelle que soit la quantité de la matière première que l'entreprise aura à disposition. La capacité de la production est de 500. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a une autre intervention? D'accord. Donc, si je me fie à ce que vous dites, et qu'on se limite, on se dit qu'elle a la capacité à 500, quelle est la leçon qu'on peut tirer donc de l'analyse, quand on fait une analyse de capacité sur une chaîne? Comment définir la capacité d'une chaîne organisée en série? Allô? En fait, je ne comprends pas trop l'image, c'est pourquoi j'hésitais en fait. D'accord, on a des mangues qui vont être pelées, puis qui vont être séchées, et on aura à la fin le produit qui est mis en marché, c'est la mangue séchée. C'est bon? Oui. On fait fi du taux de conversion, et il était question de déjà, tenant compte d'une organisation, on dit elle est organisée en série, c'est que ça va passer d'un poste à l'autre tel qui est défini sur le chemin. La première question était de savoir par jour quelle est la quantité en termes de kilogrammes de mangue qu'on peut avoir, mangue séchée qu'on peut avoir par jour. Je crois voir qu'on a écrit que les séchoirs pouvaient produire jusqu'à 1000 kg par jour. Pardon? La capacité du séchoir, normalement, est à
est à 1000 kg par jour, n'est-ce pas? Oui, oui, la croissance séchoir, ce qu'elle peut sécher. Par contre, l'équipe de production n'a qu'une capacité de production de 500 kg par jour. Oui. Ce qui constitue la moitié. Donc, si nous voulons atteindre les 1000 kg par jour, on va devoir créer 2 groupes qui peuvent à chacun produire les 500 kg, ce qui nous fera 1000 kg. Sinon, à cet état-là, on ne pourra jamais atteindre l'objectif. Donc, ça veut dire que si on a une équipe de production de 500 kg par jour, peu importe la capacité du séchoir, on va se retrouver à la fin de la journée avec 500 kg de mangue produite par jour. D'accord? Très bien. Voilà. Souvent, pour moi, souvent dans ce cas de figure-là, il y a ce que l'on appelle, par exemple, une méthode de TRS, qui veut dire le taux de rendement synthétique. Ça veut dire que quand on a des équipements où quand on veut faire une production spécifique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a une prévision de production, un objectif de production. Maintenant, si on veut réellement atteindre ces objectifs, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il nous faut. D'accord, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, dans ce cas spécifique, si nous voulons atteindre une quantité maximale de production et qu'on sait que les ressources que l'on dispose ne peuvent pas nous permettre, peu importe, par exemple, on a une machine qui a une capacité de 1000 kg, là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la machine à elle seule qui va faire la production. Il nous faut également d'autres éléments, d'autres ressources, d'autres outils qui doivent faire partie du lot pendant la planification. Si un des éléments est absent, ça peut fausser tout le résultat. Donc, ça ne serait pas la peine de se gratter la tête après de dire « Ah oui, on a merdé où ?» parce que la planification ne s'est pas exécutée convenablement. Il y a des éléments qui étaient restés en retrait, donc forcément, le résultat ne va pas être bon. Donc, tout le temps que quand la planification elle est mal faite, il ne faut pas être surpris que le résultat soit mauvais. OK. Donc, la solution que tu as proposée dans ton intervention, c'est de doubler les équipes au niveau de la préparation dans la matière première. Ça, c'est une solution. Oui, mais attention, quand on dit 500 kg par jour, moi, je veux comprendre par jour, ça constitue combien de temps? C'est-à-dire, est-ce que c'est 8 heures de temps par jour ou 16 heures de temps par jour? Si le travail se fait de 8 heures, par exemple, à 17 heures ou à 18 heures, ça veut dire que je peux faire des heures supplémentaires. Les gens vont travailler le matin et ils pourront faire également des heures sup pour pouvoir faire les 1000 parce que j'ai un objectif, moi. Tout ce qui peut me permettre, soit les mêmes personnes peuvent continuer la journée, c'est-à-dire travailler de nuit, et ça me permettra d'atteindre mon objectif. S'ils ne peuvent travailler que cet intervalle de la journée, je vais devoir me procurer une autre équipe. Parce que le travail que ces gens-là sont en train de faire, le travail que ces gens-là sont en train de faire, le soir ne peut pas le faire. Ils ne peuvent faire que chercher la mangue. N'est-ce pas? D'accord. Mais pas les couper en tranches. Donc ça, je vais acheter soit une autre machine de capacité de 1000 kg qui peut découper la mangue. Si je veux privilégier le travail manuel, je vais me contenter de cette équipe-là en le multipliant par 2 ou alors en faisant des heures sup. D'accord, super. Monsieur Kanou, j'aimerais aussi entendre votre avis sur la question. Ah, ok, désolé, il faut dire que j'ai perdu un peu le fil. J'ai reçu un appel là qui m'a fait chose. Je viens de reprendre un peu la discussion. D'accord, bon. Désolé. Ok, ok. D'accord, Ada, allez-y. Oui, moi je me pose une question. Oui. Est-ce que l'objectif de l'entreprise est de produire 500 ou de produire 1000 kilos par jour? À ce moment-là, si son objectif est de produire 500 kilos, c'est ce que son marché peut absorber pour le moment, pourquoi elle a investi dans un séchoir de 1000 kilos? Voilà, ça fait poser beaucoup de questions. C'est tout l'intérêt. Oui, on a dit tout à l'heure que justement, qu'il faut que les ressources soient en adéquation avec l'objectif.
ou les objectifs de l'entreprise. Donc, vraiment, cette image-là, ça fait qu'on se pose beaucoup de questions. C'est tout l'intérêt. D'où la question fondamentale. Quel est l'objectif de l'entreprise? Est-ce qu'elle veut produire 500 kilos au jour ou elle veut produire 1000 kilos au jour? Quand on a cette réponse, on peut proposer des solutions. Hypothèse 1, elle veut faire 1000 kilos au jour. Hypothèse 2, Elle veut faire 1000 500. kilos. D'accord. Ouais. Alors, si elle veut faire 1000 kilos au jour, je vais rejoindre Aliou, mais il faut faire des analyses pour voir qu'est-ce que ça nous coûte. Soit de faire 2 quarts de travail, par exemple, ou de payer des heures supplémentaires. Il faut analyser. Qu'est-ce que ça va nous coûter pour pouvoir prendre une décision? Voilà. Ou alors, est-ce qu'on va rentrer dans la série de le cas qu'on a vu précédemment? Avec 2 petites machines. De toute façon, les machines sont déjà là. Donc, c'est soit... Les machines sont déjà là. Voilà, les machines sont déjà là. Ce choix est déjà là. Donc, la solution qu'on a, c'est peut-être trouver 2 équipes. En tout cas, on va analyser 2 équipes ou heures supplémentaires. Qu'est-ce que ça nous coûte pour pouvoir choisir? Et puis, a-t-on les moyens d'augmenter l'approvisionnement, par exemple, en mangue, pour pouvoir satisfaire notre demande? D'accord. Ça, c'est des pistes qu'on peut explorer. Marinette, tu veux t'essayer aussi? Oui, monsieur Claude. En fait, ici, je suis en train de voir un équipement surestimé par rapport à la quantité de production. C'est-à-dire qu'on a un séchoir qui sèche 1000 kilos alors que la capacité de production de l'entreprise n'est que de 500 kg. Maintenant, la machine est déjà là. Il faut rattraper la production pour pouvoir rentabiliser l'outil. C'est-à-dire que multiplier fois 2 la capacité de production de l'entreprise. Maintenant, à côté, si l'entreprise n'a pas de capacité en elle-même de pouvoir produire les 500 kilos par jour, elle peut faire recours peut-être à une seconde, à une seconde équipe comme a proposé le collègue, ou alors, je ne sais pas, peut-être acheter déjà la production ailleurs, je ne sais pas trop, mais toujours est-il, il va falloir forcément augmenter la quantité de production pour pouvoir rentabiliser l'équipement. C'est mon point de vue. D'accord. Nelly, tu veux t'essayer aussi? Allô, monsieur Claude. Oui. Je vois juste que peut-être l'entreprise n'a pas fait une analyse diagnostique pour voir quel équipement utiliser. Parce que dès le début, s'ils savent qu'ils doivent produire, leur capacité de production est de 500 kilos et peut-être leur marché est aussi de 500 kilos, pourquoi aller pour un équipement d'une capacité de 100 kilos? Donc ça, peut-être au début, ils n'ont pas bien fait les études pour avoir un équipement adéquat à ce niveau. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a constaté, c'est un fait, c'est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. C'est ça. Je pense que pour atteindre la capacité de 1000 kg, c'est juste pour faire 2 équipes. À mon avis, faire 2 équipes afin d'atteindre. Mais il y aura aussi un souci si les 1000 kg seront, disons, en mesure d'écrouler tout ce produit. Parce que ça ne sert à rien de produire 1000 kg quand votre marché est de 500 kg. Donc ça, il n'y a pas de problème de marché. En tout cas, il n'y a pas de problème de marché. On est juste là, on n'a pas de problème de marché. Ok, ça veut dire c'est juste d'avoir 2 équipes alors qui peut faire 500 kg par équipe pour atteindre les 1000 kg, atteindre la capacité de ce soir, je pense. D'accord. Monsieur Cano, est-ce que vous êtes retrouvé là? Est-ce que vous pouvez intervenir maintenant à la suite des autres? Qu'on puisse peut-être... Oui, je vais placer un mot. J'ai compris, ça m'a permis de me faire une idée de ce qu'on est en train de dire. Je constate que la capacité de production de l'entreprise, ça fait 500 kilos et
ils ont pris un séchoir de 1000 kilos. Ce que moi, je voudrais savoir, bon, on a déjà le matériel. Maintenant, Oui, c'est là. il faut, voilà, on est devant un fait accompli. Maintenant, il faut faire un diagnostic pour savoir est-ce que le coût de production au niveau du séchoir, en matière d'énergie, en matière de économie, ce que ça va coûter sur tous les plans, est-ce que la capacité de production de l'entreprise des 500 kilos peut assumer cela? Enfin, il faut d'abord aller à ce diagnostic-là. Parce que, bon, si aller augmenter la production à 1 tonne et que peut-être les charges aussi, l'entreprise ne peut pas les couvrir, je pense qu'il y a aussi un problème qui va se poser là. Donc, moi, fondamentalement, il faut d'abord aller à un diagnostic pour savoir l'équipement que nous avons, les caractéristiques techniques que nous avons. Est-ce que les charges liées à ça, par rapport à notre capacité de production de 500 kilos, est-ce qu'il y a... C'est vrai que déjà, il y a un déficit de 500 kilos, un manque à gagner. Mais au-delà de ça, est-ce que la production que nous avons et le fonctionnement de notre machine en matière économique, quel est le rapport, quel est le ratio, avant de savoir quelle décision il faut prendre, s'il faut augmenter la production ou bien je ne sais pas quoi. Merci. OK. Bon, vous vous rappelez, j'avais dit ici qu'il n'y a pas, en toute cette formation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout sera en fonction du contexte. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que c'était parce que vous voulez contextualiser vos éléments de réponse? Mais c'est le cas qu'on trouve quelquefois aussi. Ce que je voudrais dire déjà, d'entrée de jeu, quand vous avez une chaîne de production en série, la capacité de l'ensemble de la chaîne, ça c'est la première leçon qu'on en tire, c'est la capacité de l'équipement le plus faible ou de l'unité homogène de production le plus faible. Donc, du coup, ici, la chaîne, sa capacité de 500 kg, comme vous avez dit, parce que c'est ce que peut faire la ressource humaine. Donc, peu importe ce qu'on peut faire, peu importe qu'on ait un machin, c'est choix de 1000 kg jour, ce qu'on pourra faire, si on garde la chaîne telle qu'elle, ce sera 500 parce que ce sera dicté par la capacité de la ressource, la plus faible capacité des ressources de production. Ça, c'est la première chose qu'il faudra retenir, c'est que à chaque fois que vous serez devant une chaîne, après avoir vu quand c'est un alignement en série, contrairement à un alignement en parallèle, il faudra chercher à savoir quelle est la plus faible capacité de production ou l'équipement qui a la plus faible capacité de production et ça vous dictera la capacité de toute la chaîne. Naturellement, on comprend donc qu'on est dans un surdimensionnement du séchoir. Donc, en termes de coût, je peux dire que ce ne sera pas pertinent, ça ne sera pas rentable au niveau de séchoir parce que et vous pouvez avoir un chef d'entreprise qui ne comprend pas pourquoi ces résultats ne sont pas bons alors qu'il s'est planté, parce qu'on a parfois des gens qui ne sont pas forcément professionnels qui se lancent dans un secteur, parce qu'il a choisi un choix très grand. Il a un problème d'optimisation, par exemple, de l'énergie consommée, dû au fait qu'il a un séchoir qui est surdimensionné par rapport à ses capacités. Et là, il faudra trouver un moyen de rattraper. Et les propositions que vous avez faites, justement, ce sont des moyens de rattraper. Vous pouvez dupliquer les équipes, mais c'est aussi des salaires qui se multiplient. Vous pouvez faire des heures supplémentaires, c'est aussi, si ça va à la nuit, des taux de nuit, c'est aussi des dépenses qui se multiplient. Vous pouvez sous-traiter, mais la sous-traitance pose ce problème de, quand on a dit acheter la matière première déjà traitée ailleurs, la sous-traitance va poser le problème de traçabilité quelquefois, parce qu'on ne sait pas toujours comment ça a été fait. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on n'a pas le budget, vous avez vu, on a proposé des solutions, mais il faut vérifier. Quelqu'un l'a dit très bien, il faut bien faire une analyse pour s'assurer qu'on peut avoir le budget pour soutenir la solution qu'on adopte. Première chose, je peux décider de faire travailler la machine un jour sur deux. Ça, c'est fonction de la capacité à conserver le produit, c'est-à-dire un jour sur deux, je mets la machine en marche. Et ça fait quoi? Entre le séchage
et le nettoyage de la matière première, je crée un stock. Et j'ai fait ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire que le stock va permettre de compenser le déficit de capacité et la machine qui travaille un jour sur deux. Je n'ai pas fait d'autres investissements, hein, pas significatifs, sinon créer l'espace de stockage, sinon acheter peut-être une chambre froide, je dis n'importe quoi. L'essentiel, c'est de comprendre l'idée qu'il y a derrière. Pour pouvoir garder les membres que j'ai traités peut-être le lundi et pouvoir assembler à ce que j'ai traité le mardi pour atteindre les 1000 et faire fonctionner ces choix le mardi juste dans la nuit. Et le lundi, je ne l'ai pas fait fonctionner. Et du coup, j'utilise le séchoir de manière optimale. J'utilise les 1000. Ça, c'est la première chose que je peux faire. Je n'ai pas engagé de grosses dépenses. La deuxième chose que je peux faire, c'est louer le plateau technique. C'est-à-dire de trouver des gens qui viendraient travailler avec moi pour pouvoir utiliser à bon escient ces choix qui apporteraient, c'est-à-dire mutualiser l'équipement et séchage avec d'autres. Je dis n'importe quoi. Je dis c'est l'idée qu'il faut retenir. Mutualiser l'utilisation du séchoir pour pouvoir être à l'optimum. Est-ce que c'est bon? Allô? Oui, ça va, ça va. C'est bon, monsieur Claude. Oui, oui, Donc, c'est est-ce que bon. Thomas, C'est bon. vous avez vu que, est-ce que vous avez perçu comment on peut utiliser le stock pour gérer cette problématique sans faire d'autres investissements? Oui. Voilà. Donc, c'est la fonction première, en fait, dans la chaîne de production. Les stocks, en fait, c'est cette fonction première. Donc, vous pouvez aussi avoir, pour ceux qui ont posé un problème de marché, si vous avez un marché qui ne peut qu'absorber 500 par jour, vous voyez qu'on va créer plutôt un stock à la sortie pour pouvoir garder 500. Et un jour sur deux, on a retrouvé on a équilibré. Il y a une main qui est levée. Oui, c'est moi. Oui. Alors, je pensais à une chose aussi, c'est une proposition organisationnelle. Parfois, Oui. les gens sont organisés d'une manière, dans une chaîne de production, les gens sont organisés d'une manière que ça ne permet pas d'avoir un bon rendement. C'est-à-dire que plutôt que tout le monde est là à se concentrer sur une même chose, avec peu d'espace, ils ont moins de liberté de travail, ça réduit parfois la production. Donc, euh, si, je ne dis pas que ça va permettre d'avoir les 1000% parce que c'est difficile de multiplier, rien qu'en changeant l'organisation, de multiplier la production par deux. Mais ça va quand même booster beaucoup, c'est-à-dire que on va peut-être travailler en chaîne, que l'autre va essayer de déplucher, d'autres vont couper en morceaux, etc. Et chacun est mieux d'un côté par rapport à l'autre. C'est-à-dire que il y en a un qui est beaucoup plus rapide en épluchage plutôt qu'en découpage et vice-versa. Donc, ce genre d'organisation aussi, ça peut permettre de booster beaucoup parfois la capacité de production journalière. Donc, c'est également des éléments sur lesquels on peut jouer avant même de vouloir multiplier l'équipe de production. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Oui, une organisation, si on a c'est une spécialisation, on va dire, de l'équipe de nettoyage, par exemple. Il y a ceux qui sont très bons pour pouvoir éplucher, ils vont aller très vite. Il y a ceux qui vont découper très vite. Voilà. Donc, ça peut être une solution possible pour pouvoir avancer. Donc, ça, c'est ce que je voulais aussi faire voir en inversant. Si on est maintenant dans ce cas de figure où on inverse les capacités, où on a plutôt une équipe qui peut faire 1000 et un sécheur qui peut faire 500, là, on n'a quasiment qu'une seule solution. C'est le stock qui peut gérer ça. Donc, vous voyez que la gestion du stock à ce niveau, entre l'équipe de séchage et le séchoir ici, va encore créer ce qu'on appelle un découplage. C'est-à-dire que quand vous allez faire les 1000, vous allez stocker, vous allez sécher 500 vues, peut-être le soir, en faisant encore mettre 500 à l'unité pour pouvoir sécher. Ça peut être aussi un découpage. Dans le stock, comme je vous ai dit, le stock, lui, c'est vraiment celui-là qui vient créer ces découpages. C'est sa véritable fonction, au-delà de dire on veut éviter les ruptures de stock. Non, c'est ça, sa véritable fonction, c'est de créer un découpage entre les capacités, c'est-à-dire, même si c'est au niveau de la mise en marché et que le marché peut absorber moins, vous faites un stock. Pour pouvoir aussi vous vous rendez compte que le client en demande trop pour pouvoir anticiper sa production stockée et à un moment pour rattraper sa cadence de demande. Donc, le stock, c'est vraiment celui-là qui vient créer
ce découplage-là qui permet d'ajuster les capacités sans faire de gros investissements. Donc ça, c'est peut-être aussi une manière de voir le stock ou la principale manière de voir le stock qu'on ne perçoit pas toujours quand on est trop focus sur le marché. Est-ce que là, il y a une question qui en découle de cette nouvelle organisation aussi? Personnellement, c'est bon. Ok, je suppose que le silence, c'est bon pour tout le monde. Oui, oui, c'est Oui, bon. c'est bon. Voilà, donc clairement, c'est ce qu'on disait, c'est un peu la synthèse de ce qu'on vient de dire sur les différents points, c'est-à-dire sa capacité la plus faible qui détermine celle de l'ensemble, d'où la notion de goulot. C'est-à-dire qu'on va dire que l'unité qui a la plus faible capacité est la ressource goulot, c'est-à-dire qui dicte comment tout le monde va ce que tout le monde peut faire, du fait que soit on ne sera pas en mesure de traiter plus que ce qui est disponible, soit on ne sera pas en mesure de traiter plus que ce que la machine peut traiter. Donc, ça, c'est à peu près la synthèse de ce qu'il faut retenir de cette petite présentation. Donc, actions possibles, les solutions possibles, on a vu, ça sera acheter une seconde machine, mais là, ou faire une seconde équipe comme vous avez proposé, mais là, maintenant, il faut voir les taux d'utilisation, parce que si vous faites une seconde équipe qui, après chaud, parce qu'il n'y a pas l'approvisionnement, c'est-à-dire au lieu d'avoir les 1000, on a plutôt 750, il y aura une équipe qui va chômer, et là, vous allez payer des gens à ne rien faire, comme une seconde machine qui peut être là et qui ne travaille pas et qui pourra être entretenue s'il y a des questions de maintenance, faire des heures supplémentaires, comme vous avez mentionné, naturellement. Voilà. Et après, les heures supplémentaires aussi peuvent induire, dans certains cas, un surproduction qui va entraîner encore des stocks. Après, on peut aussi avoir, pour certaines unités, et là on est plus sur le chemin, c'est plutôt la fiabilité de l'unité de production. C'est-à-dire que si vous êtes faisant des maintenances préventives, comme on a dit, vous avez un équipement qui produit mieux, qui a un meilleur rendement et puis sous-traité. La sous-traitance induit naturellement des coûts de transport. Comme je vous dis, il y a aussi les questions de traçabilité qui peuvent découler de la sous-traitance. Donc, voilà un peu les solutions possibles. Il y a des variantes qui sont les plus souvent utilisées pour pouvoir faire un ajustement de sa capacité de production. Donc, avant que nous n'entrons dans la deuxième phase de la présentation, je ne sais pas s'il y a une question, mais je suppose qu'il n'y en a pas parce qu'on en a là, il n'y a pas eu grand. Il y a eu beaucoup d'échanges autour de l'étude de cas. Alors, on va aller sur la deuxième phase qui est celui du travail en groupe qu'on fait régulièrement le mardi. Donc, c'est le travail qu'on vous a posé sur la plateforme. On va se donner, je vais dire, à peu près 30 minutes de réflexion en groupe on va faire deux groupes. Donc, je vais arrêter mon partage pour pouvoir faire ça. On va faire deux groupes. Est-ce que vous avez le sujet à portée de main? Je peux aussi télécharger, le mettre dans le WhatsApp, hein, si vous ne l'avez pas à portée de main. Allô? Oui, je pense que c'est mieux de le mettre sur WhatsApp. D'accord, je télécharge, je le mets sur WhatsApp. Pour voir qu'on est sorti de la salle, on avait besoin d'un peu plus de temps. Ah oui. C'était automatique en fait. Oui, 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 parce que le temps, ça décomptait. Effectivement. Bonne arrivée. Ben oui. Merci. Nous sommes conscients que vous n'avez pas fini. Oui, mais le temps était court. Donc là, on va vous laisser terminer et puis restituer la séance prochaine. Commentaire? C'est une excellente idée. Sinon, si on veut restituer aujourd'hui, c'est clair que vous allez nous écouter plus tôt.
Ce qu'on ne veut pas faire. Ce qu'on ne veut pas faire, on souhaite vous écouter plutôt. Oui, on veut bien travailler un peu là-dessus. Voilà. Donc, vous avez les deux documents. Pour le tableau, pour le faire plus facilement, parce qu'en fait, tel que c'est écrit, on vous demande de refaire le budget sur la base de sa production de 150% par rapport à l'année précédente. Oui. Voilà. Donc, pour la session précédente, ce qu'on a fait pour rendre le travail plus simple, on a demandé, parce qu'en fait, derrière, quand on dit 150%, ça va prêter à interprétation. Hein. Certains vont faire la production précédente plus 150% de la production précédente. Non, mais on a compris que la production va être triplée pour cette année. Ça marche. C'est ça ça, marche. non? Ça marche. Si vous avez compris comme ça, vous allez faire l'exercice plus aisément. D'accord, donc c'est la même compréhension. Donc vous allez derrière, comme l'a dit Claude tout à l'heure, comme vous-même vous avez aussi commenté, là il y a deux grandes notions. Il y a la notion de budgétisation et il y a la notion de capacité de production. Donc au niveau de c'est vrai que vous allez budgétiser, mais derrière, vous aurez plusieurs facteurs de production tels que la main-d'œuvre, tels que le terrain, ainsi de suite, sur lesquels vous allez jouer. Soit vous multipliez, soit vous maintenez, soit dans votre vision, vous planifiez les heures supplémentaires. C'est selon, c'est vraiment, c'est libre, quoi, en fonction de l'analyse que vous aurez fait par rapport à cette étude de cas. Donc, il n'y a pas, je veux dire qu'il n'y a pas un planning fixé. C'est par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure avec les boulots d'étranglement au niveau de la machine ou de la main-d'œuvre. Voilà, donc on va vous laisser encore faire l'exercice tranquillement et puis on va restituer le vendredi. Oh, ouais, le vendredi justement. Et donc là, vous pouvez continuer de le faire en groupe, vous vous donnez rendez-vous. Ou vous le faites individuellement, c'est selon. Mais ce que nous souhaitons, c'est que vous puissiez les télécharger après sur la plateforme. D'accord, C'est bien noté. d'accord. Oui, c'est parfait, c'est bien noté. Merci. Voilà, donc nous sommes à 10h57. Parmi les recommandations que nous sommes données, il était question de finir à 11h aussi. Donc, on fait l'effort d'être dans le temps. Je vais demander aux uns et aux autres, pour ceux qui peuvent, d'ouvrir la caméra pour prendre la photo du jour, tout en espérant que l'étude de cas sera fait. Inch'Allah, ça sera fait. D'accord, donc on va ouvrir les micros, les caméras plutôt. On sourit à la caméra. OK. Merci.